Donc, je vais vous parler un petit peu en avance, en préprandial au lieu du postprandial, je ne sais pas ce qui va aller mieux, des modalités de surveillance chez une patiente prise en charge pour un cancer du sein triple négatif ou surexprimant HER2. Alors, au début, on se demande, tiens, est-ce que cette question vraiment a de l'intérêt? C'est vrai, ça. Hein? Donc, je vais essayer de vous passionner sur d'abord quel est le but de cette surveillance. Bon, on l'a déjà un peu dit, détecter les rechutes, mais évaluer aussi les complications des traitements passés, des traitements en cours tels que l'hormonothérapie, motiver à prendre l'hormonothérapie et aider à retrouver une vie normale et une vie sexuelle, comme on vient de l'entendre, épanouie. Les données. Quand on regarde la revue Cochrane publiée en 2000 pour évaluer le type de suivi, leur impact sur la morbidité, mortalité des patients traités pour un cancer du sein stade 1, 2 ou 3, eh bien, donc c'est une sélection de plein d'essais randomisés. Il faut savoir qu'en fait, depuis 2000, il n'y a pas eu d'essai qui posait cette question. Donc, c'est quand même sur des essais un petit peu vieux. Il a été retenu dans la Cochrane 5 essais avec 4000 patientes ayant un cancer du sein de stade 1 à 3 et on a comparé les visites cliniques mammographiques plus mammographie une fois par an à un schéma plus intensif. Alors les schémas plus intensifs, ils ne sont pas tous les mêmes, ça peut être un bilan biologique en plus, ça peut être des scintigraphies osseuses, ça peut être des échos abdominales comme on faisait il y a 20 ans. Donc voilà, ça s'étend plutôt, c'est des études qui s'étendent sur les 20 ou 30 dernières années. On ne peut pas enlever que je me vois parce que je ne vois pas mes diapos en fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce que montre la Cochrane? Eh bien, ça montre que la survie globale n'est pas affectée selon la surveillance, que celle-ci soit intensive ou non intensive, ni la survie sans rechute, quel que soit l'âge et quel que soit le type de cancer. Et donc, le conclusion de cette grande méta-analyse était faites un suivi seulement clinique et ou mammographique et ne faites rien, ne multipliez pas les examens. Il n'y a pas de différence, votre patient ne va pas être mieux. Il y avait même une comparaison d'une des études où c'était médecin hospitalier versus médecin généraliste un peu pas formé spécifiquement et c'était mieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu cette grande étude Cochrane, nous, comme on est, je commence à vieillir, seulement je commence, c'est sûr que nous, on a vu quand on était jeune, on faisait beaucoup d'examens, à maintenant où en effet, c'est plutôt de la surveillance clinique et mammographique, bien que nous, on fasse un petit peu de bio. Qu'est-ce que nous disent les grandes sociétés quand on ne sait pas trop, l'ASCO, le NCCN, l'ESMO? Eh bien, eux, ce qu'ils recommandent, c'est un examen clinique régulier qui doit être fait tous les 3 à 6 mois pour les 3 premières années, tous les 6 mois pour les jusqu'à 5 ans, et après, annuellement. Dans ces surveillances, il faut un examen clinique et une mammographie une fois par an. Et ils disent que tout le reste, ce n'est pas recommandé. Ça, c'est pour le NCCN, c'est pareil. L'ESMO dit pareil, en disant évidemment qu'il faut qu'on encourage en plus nos patients à faire de l'exercice physique, à faire de la diète, à faire du sexe, tout ce qu'on veut pour qu'ils aient une vie mieux. Chez les patients asymptomatiques, donc on ne recommande pas ni la CE ni le CA15-3, que nombre d'entre nous continuent de faire. Alors, j'ai trouvé quand même une méta-analyse qui a été publiée plus récemment en 2018 et qui se posait la question juste du rôle pronostic de la CE et du CA15-3 qui peut faire partie dans nos consultations de quelque chose, d'un élément qu'on demande. Les patientes y sont d'ailleurs très attachées, mais peut-être les plus vieux médecins un petit peu aussi. Eh bien alors là, dans cette méta-analyse où vraiment c'était centré sur ces 2 marqueurs tumoraux et qui comprenaient 12 993 patients, on voit que, eh bien en fait, la survie, en analysant en sous-groupe, qu'un taux élevé de CA15-3 ou d'ACE était associé à une baisse de la DFS ou de la survie sans rechute. Et donc, il disait, finalement, vous devez tester ces 2 éléments puisque c'est associé à une baisse de l'OS ou de la DFS. Et ça, peut-être plus encore chez les tumeurs plus agressives que sont les triples négatifs et peut-être aussi les HER2.
De façon intéressante, j'ai trouvé cet article où l'auteur était plus sur des pensées plus philosophiques, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit suivre nos patientes. Et en fait, la grande question actuellement, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut faire un ACE ou un CA15-3. La grande question, c'est de se dire on a des avancées en technique d'imagerie, on a fait des progrès dans la prise en charge des métastases, tant dans les thérapies ciblées que aussi également dans la prise en charge chirurgicale, dans la prise en charge donc loco-régionale des métastases, dans la prise en charge de la radiothérapie. Et donc, est-ce que il ne faut pas qu'on s'adapte dans la surveillance pour que nos patients aient finalement peut-être accès à ce genre de méthodes nouvelles de chirurgie, de radiothérapie, de thérapie ciblée un peu plus tôt. Et donc, en fait, ce qu'ils discutaient, et notamment, évidemment, on prend à ce moment-là nos deux cancers les plus agressifs, qui sont les triple neg et les HER2, où là, c'est peut-être là où il y aurait plus d'intérêt. Et il disait, le temps du one size fits all est fini, et peut-être qu'il faut personnaliser. On personnalise la médecine sur plein de choses, sur les thérapies ciblées et sur la mutation que vous allez découvrir au cours de l'évolution. Probablement, il faut personnaliser ces stratégies de surveillance. Alors, je me suis donc dit, est-ce le moment de réécrire l'histoire ? On sait que les cancers du sein triple négatifs ont un plus mauvais pronostic et par contre que les HER2 ont un meilleur pronostic depuis l'avènement des thérapies ciblées. Est-ce qu'une surveillance chez ces deux types de cancers impacterait le devenir au stade de métastase ? Et quel type de surveillance ? Au-delà de la CE du CA15-3, ce n'est pas très excitant. Est-ce qu'il faut aller plus loin, au contraire, alors aller plus loin en termes d'imagerie ou de la recherche de biomarqueurs plus modernes ? Alors, juste la particularité des cancers du sein triple négatif, on sait qu'ils rechutent plus précocement que les non triple négatifs. Donc, c'est probablement pendant cette période, il faut qu'on s'adapte aussi. Un triple négatif rechute peu après les 5 premières années. On voit que la courbe, elle est quand même, c'est surtout dans les 5 premières années, voire les 3 premières années qu'on décroche. Donc, peut-être que là, on peut intensifier un petit peu par rapport aux non triple négatifs. Les cancers du sein HER2, je peux revenir en arrière après, je peux faire ce que je veux ? Non, oui. Les cancers du sein triple négatif ont aussi une particularité, c'est qu'ils métastasent plus au cerveau et plus au poumon, un peu moins dans l'os beaucoup moins dans l'os par rapport au cancer RH+. Et puis, il faut qu'on se souvienne, parce que les HER2 ont un très bon pronostic, mais il ne faut pas oublier quand même, et on l'oublie souvent parce que tellement maintenant on est habitué à voir nos patientes très longtemps sans métastase HER2. On rappelle qu'au début de l'histoire, c'était plutôt des patients qui avaient un mauvais pronostic. Et bien que quand même 16 à 22% rechuteront et que parmi ces rechutes, 25% auront des métastases cérébrales. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ce schéma-là. Le triple négatif, c'est dans les 3 ans que ça se joue. Et là encore, ils ont aussi beaucoup de métastases cérébrales. Et les HER2, bien, c'est plus long, l'histoire est plus belle, mais quand même 20% auront des métastases et parmi lesquelles 25 seront des métastases cérébrales, ce qui impacte alors là largement le pronostic de nos patients. Alors, y a-t-il une place, du coup, je me suis demandé, puisque mon topo était sur plus particulièrement les cancers du sein triple négatif et HER2, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans la surveillance, faire des IRM cérébrales ? On a vu tout à l'heure, par exemple, chez la patiente de Caroline, une toute petite céphalée fugace, et boum, on s'est retrouvé avec des métastases cérébrales. J'ai repris des recommandations NCCN et LASCO qui ne recommandent pas le dépistage de métastases cérébrales en l'absence de symptômes, y compris dans les cancers triple négatifs et HER2. Alors, est-ce qu'une petite céphalée fugace, c'est un symptôme ? Or, c'est une cause majeure de morbidité, de mortalité, et surtout, la prise en charge systémique et loco-régionale a largement changé. C'est-à-dire que opérer d'une métastase cérébrale ou faire une radiothérapie stéréotaxique, eh bien, ce n'est pas la même chose que de faire une radiothérapie de l'encéphaline totaux. Et l'enjeu à plus long terme est alors là complètement différent dans la récupération et dans les troubles que pourront avoir nos patientes.
Alors, quand donc là, on reprend donc plusieurs études d'une revue de la littérature qui regarde dans les cancers triples négatifs et les cancers HER2. Déjà, ils nous informent sur l'incidence, 22 à 36% une fois qu'ils seront métastatiques pour les cancers, 22 à 36% de métastases cérébrales dans les cancers métastatiques HER2, 15 à 37% dans les cancers du sein triple négatifs. Donc, ce n'est pas recommandé, cela dit, ce n'est pas négligeable du tout comme incidence. Alors, quel serait le pro et le contre? Pourquoi est-ce qu'on dépisterait? Prévenir un déficit neurologique, traiter par stéréotaxie, radiothérapie stéréotaxique moins toxique et peut-être prolonger la survie. L'argument contre, on risque de faire des surdiagnostics et que peut-être ces toutes petites métastases l'évolution avec les thérapies ciblées, quoiqu'elles ne passent pas bien dans le cerveau. Mais surtout, on exacerbe l'anxiété des patientes. Donc voilà, ça, c'est des arguments contre. Juste, j'ai trouvé cet article intéressant, il vient d'être publié dans Cancers, qui est justement se poser la question, c'est évidemment du rétrospectif, ce n'est pas une étude prospective. L'étude se posait la question de est-ce qu'il y a un avantage à détecter les métastases cérébrales asymptomatiques dans les cancers du sein? Alors, c'est des équipes allemandes. Ils sont partis du registre national du Brain Metastases in Breast Cancer Network. 2589 patientes avec des métastases cérébrales. 580 étaient sans signe neurologique, soit parce que les équipes avaient choisi de faire une IRM cérébrale, même en dehors de signes neurologiques, comme on le voit de temps en temps, même en dehors des recommandations dans certaines équipes, chez les patients HER2 ou triple neg. Alors, donc l'idée c'était est-ce qu'elles vont mieux? Donc je vais passer un peu. Alors elles sont souvent un peu plus jeunes, elles ont une meilleure évidemment performance statut quand c'est asymptomatique, elles ont plus de métastases extracérébrales, ça m'a un peu étonnée. Et les asymptomatiques ont une meilleure médiane de survie. Je répète, hein, c'est des suivis de cohorte. Quand on regarde, eh bien, en termes de survie, on voit que on vit un petit peu mieux, mais c'est pas significatif. Quand on regarde, alors attendez, non, là c'est celle-là, c'est la deuxième, là à gauche là-bas. On vit un petit peu mieux quand on détecte les métastases cérébrales asymptomatiques avec un petit P qui est largement positif. Et ça, c'est surtout vrai quand on est HER2 positif. Donc voilà, cette étude qui est une étude à partir d'un grand registre a le bénéfice quand même de poser la question. C'est sûr que seule une étude prospective où on ferait des IRM systématiques aux HER2 et voire aux triple neg pourrait emporter la conviction de la nécessité d'une IRM cérébrale systématique dans cette cohorte chez les patients HER2 ou triple neg. Alors il y a aussi des biomarqueurs circulants qui pourrait nous aider. Donc, qu'est-ce que c'est un biomarqueur circulant? C'est dans la détection dans le sang de protéines, d'ARN ou d'ADN tumoral circulant ou de cellules tumorales circulantes qui serait, on sait que la cellule tumorale circulante est un biomarqueur de la dissémination métastatique. Ça n'a rien à voir avec la tumeur primitive, enfin même si évidemment ça, c'est la capacité, le CTC, c'est la capacité de d'essaimer quelque part, et c'est encore différent de la micrométastase dans la moelle osseuse, qui est déjà un stade plus avancé. Alors, là, il y a eu aussi beaucoup de publications sur le rôle pronostic des cellules circulantes dans des populations à haut risque. Donc, il y a l'étude Success, qui est une étude de phase 3 qui comparait deux protocoles de chimio avec du zélodronate, avec un suivi de 2 à 5 ans. Ce qu'ont fait les auteurs, ils ont pris, là encore, hein, ce n'était pas une étude qui était prospectivement, on a regardé les CTC de façon prospective, avant. Alors, ils ont regardé les CTC avant, 2 ans et 5 ans après la chimiothérapie. Ce qu'on montre à 2 ans, c'est qu'on retrouve des cellules circulantes. Hein, c'est des patients adjuvants qui n'ont pas de métastase, hein, qui sont sortis, qui sortent depuis au moins 1 an de leur traitement adjuvant. On voit que 18% des patients à peu près ont au moins une cellule tumorale circulante.
et que quand on fait des analyses multivariées, c'est-à-dire en le mettant avec d'autres facteurs, eh bien, si on a une seule cellule circulante au bout de 2 ans, on a un risque augmenté de décès de 3,9 et de rechute multiplié par 2,3. Alors, il y a eu beaucoup aussi de publications sur la nécessité d'une seule ou de 5 cellules. Vous savez qu'au tout début de l'histoire, c'était plutôt 5. En fait, on sait qu'on a très peu de malades avec 5, donc une suffit pour être discriminante. À 5 ans, en 2019, l'étude Success a été republiée. Beaucoup moins de cellules circulantes, on passe de 18% à 7,8%, avec un risque associé, si on le retrouve à 5 ans, de rechute multiplié par 6. Voilà. Alors, là encore, quand on regarde un peu quel type, est-ce que c'est vrai dans tous les types moléculaires de cancer du sein, eh bien, on voit que finalement, les triples négatifs, c'est très vrai pour les triples négatifs que vous voyez, 1, 2, 3, là, 4, le dernier. Le luminal un peu aussi, mais l'HER2 probablement bénéficie moins de cette approche de savoir s'il y a des cellules tumorales circulantes. Donc ça, c'est pour vous montrer, c'est encore des analyses poolées, il y a eu beaucoup de littérature qui montre à chaque fois que la survie sans rechute et la survie spécifique et la survie globale est impactée par la découverte de cellules tumorales circulantes. Alors, faut-il les rechercher? Je vous ai montré que c'était un facteur pronostic fondamental. Donc, faut-il les rechercher pour savoir si votre malade va rechuter? Eh bien, pour l'instant, on ne va pas les rechercher. C'est important de faire des études. Ça détecte les patients à haut risque, mais ça n'a pas d'utilité démontrée en clinique de routine. Pourquoi? Parce que vous savez que votre patient, il va rechuter. Il va falloir qu'on démontre que c'est un peu comme que le fait de savoir que vous avez cette cellule circulante, vous pouvez mettre un traitement qui va être efficace et que votre patient, il va gagner. C'est-à-dire que les courbes qui sont comme ça vont lui faire rattraper l'autre courbe. Donc, pour l'instant, pas d'utilité et pas d'essais qui ont répondu à cette question. L'ADN tumoral circulant, qui va probablement détrôner la CTC, la cellule. Là, c'est la détection et le suivi quantitatif d'une charge tumorale. Alors, comment on voit l'ADN circulant? Il faut qu'il y ait une mutation, parce que sinon, je ne vois pas comment vous allez savoir que c'est de l'ADN normal ou de l'ADN tumoral. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une mutation. C'est ce qui nous fait différencier l'ADN normal et tumoral. Là encore, il y a eu beaucoup. Alors, l'équipe de Curie et notamment Jean-Yves Piergat et François Clément Bidart sont ceux qui ont été vraiment mènent beaucoup d'études sur les cellules circulantes et l'ADN circulant. Alors, qu'est-ce qu'ils montrent dans les cancers du sein triple négatifs traités par chimiothérapie adjuvante? Ils regardent l'ADN circulant en fonction évidemment de la mutation P53. Le cancer du sein n'est pas une tumeur qui a beaucoup de mutations, mais on sait que par exemple les triples négatifs ont 80% de mutation P53, donc c'est facile de détecter dans cette population l'ADN circulant, ce qui sera probablement moins facile peut-être pour une tumeur RH+. Donc, on voit une diminution rapide après néoadjuvant de la quantité d'ADN circulant, pratiquement 100%. Attention, pas de relation directe entre la variation de l'ADN circulant et la réponse complète histologique. C'est vraiment pas la tumeur primitive, c'est pas le signe de la tumeur primitive, c'est le signe de l'essaimage ailleurs. Et là encore, on voit que pour les patients qui rechutent précocement, la cinétique de décroissance de l'ADN circulant est plus lente que quand il n'y en a pas. Voilà. Ça n'a pas été complètement retrouvé par l'équipe de Turner, mais là encore, je pense que le type histologique est très important puisqu'on s'attache à la mutation et que dans les cancers RH+, Turner avait aussi pas mal d'RH+, et donc c'est probablement pour ça. Donc, on va passer toutes les études parce que je vois que Marc il me fait des signes et je ne sais pas quelle heure il est. Et voilà, donc ça, c'est encore une énième étude qui a montré l'intérêt de l'ADN, la détection de l'ADN circulant. Avec là encore, vous voyez que quand vous détectez de l'ADN circulant, votre malade, quand même, quand on regarde dans le suivi, il va aller quand même, il va rechuter et sa survie va être vraiment impactée.
Alors, il y avait eu l'an dernier une étude intéressante de Milan Radovic qui avait été présentée à San Antonio, où là, il se demandait s'il y avait un intérêt de mettre cellules circulantes et ADN circulant en même temps dans des cancers triple négatifs. Et puis, la deuxième étape, et ça, on n'a pas encore les résultats, c'était une fois que j'ai mon ADN circulant, je dis la mutation que je trouve et j'essaie de donner une thérapie plus ciblée, parce que ce serait ça l'intérêt, en fait, c'est de faire des thérapies ciblées assez précoces. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là encore, on retrouve ces courbes quand même très, très impressionnantes. Hein. Pas d'ADN circulant, une survie en plateau ou une survie sans rechute en plateau, ADN circulant, eh bien, vous rechutez, votre vie est impactée. C'est très vrai pour la rechute, hein, ça c'est les courbes, vraiment ça s'écarte beaucoup, mais c'est vrai également avec un P très significatif pour la survie globale. Alors, quand on associe les deux, est-ce que c'est encore mieux? Ben, on voit, alors là, c'est un peu compliqué, puis en plus, j'ai pas réussi à aller sur le JAMA. Le cDNA, quand tout est négatif, l'ADN circulant, la cellule tumorale, vous avez gagné le bingo. Quand vous avez l'un négatif, l'autre positif, voilà, c'est moins bien. Voilà, donc évidemment, le moins bien étant le cDNA positif et le CTC positif. Alors, ça c'est en anglais, ça va pas se faire. Voilà. Alors quelles sont quand même les recommandations? Parce que quand on voit toutes ces courbes, on pourrait se dire bon bah ça y est, on a trouvé, on va abandonner la CA15-3, on va faire une IRM cérébrale et du cDNA à tout le monde et de la CTC à tout le monde. Bon, on se calme. L'IRM cérébrale, peut-être on pourra en discuter, ça me semble quand même important. Pour l'instant, là encore, on vous montre des courbes dans la surveillance, mais on ne vous montre pas que le fait de trouver cet ADN circulant va impacter va faire que vous alliez mieux. Tant qu'on n'a pas cette démonstration ADN circulant, on trouve de l'ADN circulant et on l'impacte par autre chose, eh bien, on ne pourra pas pour l'instant le donner en systématique. Donc, non, on ne doit pas rechercher l'ADN circulant, mais ça fait une bonne discrimination des patients qui ont un haut risque de rechute. Pour l'instant, on ne sait pas comment les traiter, donc ça ne sert à rien, à part, mais dans les études, ni combien de temps. Et on se pose réellement ces problèmes, parce que même quand on monte nos études, on a du mal, c'est-à-dire on discute tout le temps à monter les études, on recherche la mutation, on va proposer un traitement à un patient complètement asymptomatique. Et là, il faudra qu'on démontre que vraiment ça sert à quelque chose par rapport à pas de traitement et attendre que vraiment la tumeur soit plus… Voilà, donc c'est ça l'enjeu. C'est en fait de traiter très précocement. On n'a pas encore ces études, mais elles sont montées. Voilà, et donc actuellement, il y a beaucoup d'études, on fait de l'ADN circulant dès le début, enfin d'être dans la surveillance, et on essaye de traiter à ce moment-là, ou de ne pas traiter, ou de randomiser vers pas de traitement. Donc c'est un bon facteur pronostic, ça monitore la réponse tumorale, et ça va adapter le traitement à l'apparition de mutations, l'immunothérapie, en plus là il y aura les TIL évidemment, les anti-RA, les anti-JAK2, et aussi voir les résistances. Message to take home, comme ils disent les Américains, parce que voilà. En dehors de l'examen clinique et de la mammographie annuelle, non. Pour l'instant, il n'y a rien. Dans le futur, une IRM cérébrale et des équipes ont commencé, notamment chez les plus hauts risques, par exemple une tumeur résiduelle après chimiothérapie néoadjuvante pour les cancers HER2, peut-être les triples négatifs pour détecter assez précocement et faire un traitement plus localisé. Et dans le futur, évidemment, les CTC, l'ADN circulant. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez des questions à Sylvie Giachetti? Ah, j'ai éteint. Anne-Sophie? Moi, j'avais une question, Sylvie, sur tous ces ADN circulants, ces CTC, qu'on peut du coup pas du tout faire partout. Hein. C'est vraiment difficile à faire en routine dans n'importe quel petit centre. Est-ce que dans ces études, le rapport a été quantifié par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on peut avoir aujourd'hui en routine, c'est-à-dire sachant que je peux avoir mon RCB, mon CA15-3, mon machin, etc., modulo tout ça, qu'apporte encore l'ADN circulant et les cellules tumorales circulantes. C'est en gros, oui, bien sûr, c'est pronostic, mais en fait,
c'est pas très compliqué de montrer qu'un facteur est pronostic, mais une fois qu'on a l'intégralité de toutes les infos qu'on peut avoir sans être dans un centre de référence, qu'apporte l'ADN circulant et les CTC. Alors, moi, j'ai pas vu alors, à chaque fois que dans les multivariés, quand même, il y a eu quand même des multivariés où ils prennent tout. C'est quand même un facteur indépendant de la taille de la tumeur, de l'âge du patient, de tout ce qu'on met, de la tumeur. Ça, c'est indépendant de la tumeur primitive. Bon, ça, je vous l'ai montré. Alors, est-ce que c'est indépendant? Le problème, c'est que dans la surveillance du patient, à part la cellule CA15-3, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous dire. Il y a la tumeur primitive, on sait que les CTC apportent, puisqu'en multivarié, ça ressort largement. Après, dans la surveillance de nos patients, c'est-à-dire, en effet, post-néoadjuvant, je pense que la question, elle est très pertinente en post-néoadjuvant et pas en adjuvant pour l'instant. Mais en post-néoadjuvant, je suis d'accord avec toi que si on met le RCB, l'éthyle, eh bien, peut-être que l'ADN circulant, dans des choses un petit peu plus faciles que chaque anapathe peut faire et doit faire, eh bien, en effet, on aura moins d'importance de l'ADN circulant. Là-dessus, moi, je suis complètement d'accord que dans le suivi, voilà, il faudrait intégrer ces facteurs de post-néoadjuvant, ce qui n'est pas vrai pour l'adjuvant, par contre. On a deux questions à distance. Donc, Émilie Levesque. Alors, en attendant, moi, je voulais juste faire une remarque. Adjuvant, oui, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on parle dans le néoadjuvant parce qu'on peut intégrer des choses un peu plus faciles que ça chacun peut faire, la réponse histologique avec le RCB ou l'éthyle. Après, dans l'adjuvant, il y a eu quand même dans les études, à chaque fois dans l'adjuvant est intégré les facteurs pronostiques de l'adjuvant, tant patients que tumoraux, et les CTC ou l'ADN circulant restent pronostiques. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. C'est-à-dire pour l'instant, on n'en fait rien en dehors d'une recherche quelconque. Oui. Voilà, oui. Oui, mais moi, je suis un peu d'accord. Voilà, tu as un moment, oui, c'est-à-dire que tous ces facteurs, c'est quand même des facteurs de tumeur primitive et pas des facteurs d'invasion. Donc, en effet, pour le monitoring, entre parenthèses, de la rechute, qui passe vraiment par autre chose que la tumeur primitive et ses facteurs pronostiques, en effet, il n'y a pas, et c'est assez rigolo parce que tout le monde achetait au panier, mais vraiment en hurlant la cellule CA15-3, et en fait, on aurait pu aussi continuer à faire ça et comparer à l'ADN circulant. L'ADN circulant, il va donner une autre information, c'est la mutation, c'est-à-dire qu'il va nous ouvrir sur le traitement. C'est ça son avantage, ça ne va pas être tellement non plus de prédire la rechute, mais de prédire comment traiter la rechute et à quel moment on va la traiter. Le moment où on va la traiter, on pourrait dire que c'est la cellule CA15-3. Mais par contre, comment on va la traiter, c'est que l'ADN circulant qui va nous répondre. Bon, donc, voilà. Je vais juste faire un commentaire. Je pense qu'on est toujours sur des dogmes qui datent de 1994, qui sont les 2 essais randomisés italiens qui ont été publiés dans le JAMA à l'époque, et on n'en est pas sorti. Je pense que quand même, on a modifié nos attitudes thérapeutiques et gagné en métastatique en traitant les patients, selon autant que dans les études de 1994, on ne sait même pas comment les patients avaient été traités. Il y avait d'ailleurs pas les marqueurs de dosés. Donc, on vit sur des données qui sont devenues des dogmes, qui n'ont jamais été réactualisées dans de nouveaux essais. Et donc, je pense qu'on ne peut pas raisonner en 2020 comme on raisonnait en 1994. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la tumeur aussi, à sa gravité et à son risque. L'idée était, ça ne sert à rien de traiter tôt ou tard, parce que de toute façon, ces femmes vont mourir, et donc on ne va pas dépenser d'argent pour rien, en gros.
je pense qu'on n'en est plus là. On en est plus. Et C'est donc, ce que j'ai essayé de dire quand j'ai dit attention, maintenant on fait de la chirurgie des métastases, de la radiothérapie stéréotaxique et des thérapies qui peuvent durer très longtemps, comme avec l'HER2 où on voit nos malades métastatiques à plus de 10 ans. Et donc je pense que ce dogme, en effet, et je pense que c'est pour ça que les femmes triple neg et HER2, et même luminal B à haut risque, je pense qu'il faut les surveiller différemment. Ce qui ne va pas, c'est qu'on essaie alors qu'on a tellement détricoté le cancer du sein, dans la surveillance, on n'a pas détricoté le cancer du sein. C'est-à-dire que c'est comme one fits all, et ben non, non. Il faut des études spécifiques, allez, même sur la clore, CA Caroline. Justement, dans détricoter et là, et de s'adapter au type de cancer du sein, tu parles, tout le monde évoque la surveillance des métastases cérébrales, l'IRM cérébral systématique, mais pourquoi pas à ce moment-là, tout bêtement aussi la radio de poumon dans les triples négatifs, parce que les métastases pulmonaires ont lâché de ballon, souvent elles sont asymptomatiques. Et alors, les dépister plus tôt. En tout cas, plutôt un scanner thoracique. Ouais, alors je pense que là encore, c'est pareil, c'est qu'en effet, la radio de poumon, plus personne ne veut faire de radio de poumon, y compris les radiologues. Et donc, seul le scanner thoracique pourrait emporter l'attitude. Mais par rapport à d'autres tumeurs comme le poumon, où en effet, tout le monde fait des IRM cérébrales et ça choque personne, ou voire un scanner thoracique, dans le sein, en fait, comme dit Marc, on s'est pas du tout adapté, on n'a rien remis en question de ce qui s'est passé, sauf pour prendre l'ADN circulant, c'est-à-dire pour prendre des choses beaucoup plus modernes, ce qui est bien, parce que là encore, on verra les mutations et on pourra traiter en fonction. Mais je pense qu'en effet, il faut qu'on adapte. En fait, le message, c'est aussi de dire, attention, une métastase cérébrale unique, on l'opère, on l'irradie dans un HER2, 10 ans après, elle peut aller bien avec moins de troubles cognitifs que si vous le découvrez quand elle a fait sa crise d'épilepsie. Et donc, oui, il y a quelques études, même rétrospectives, qui montrent qu'il faut adapter notre surveillance à la gravité. Et c'est pour ça que moi, je ne lance pas la pierre. Enfin, voilà, il faut l'adapter. Après, un T1 à qui tu fais une batterie d'examen, là, un T1 RH+, à qui tu fais une batterie d'examen, c'est de la folie. Mais l'adaptation de la surveillance est importante. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, on va clore.